Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours dédié au langage SQL. C'est un cours qui fait suite à une demande d'abonnés pour améliorer donc leurs requêtes et améliorer donc leur vitesse de traitement lorsqu'ils doivent accéder à une base de données. Alors, comment va se dérouler ce cours? Ben, tout simplement, ce cours va être décomposé en plusieurs vidéos. Donc il y aura une vidéo qui va présenter, on va dire, les bases du langage SQL. On va aussi voir comment créer des requêtes sous WinDev de trois manières différentes. Vous aurez donc un petit projet que je vous donnerai pas tout de suite, je le donnerai à la fin du cours pour que vous ayez vraiment tout. Et il y aura aussi, avec ce cours, un support PDF qui fera à peu près 80 pages. Donc bon, là, je suis au début de ce document. J'ai fait à peu près 14 pages. Bon, ça ira plus vite par la suite, mais il me faut le temps de tout taper, de tout bien présenter et vraiment vous donner à chaque fois des petites astuces spécifiques PCsoft pour que vous puissiez véritablement, à la fin de ce cours, non seulement maîtriser le langage SQL, mais le maîtriser spécifiquement pour vos outils, pour vraiment mettre ça en place dans vos propres projets. Alors, je vais vous montrer vite fait un peu à quoi ressemblera ce PDF. Et ensuite, on passera directement sur WinDev pour vraiment mettre en application ce que l'on voit. Alors, une petite chose, si jamais vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un petit pouce. Un commentaire, c'est très important parce que ça me permet de savoir si vous avez aimé le cours, comment vous l'avez vu. Et puis, ça peut aussi apporter de nouvelles idées pour de nouvelles vidéos. Donc, n'hésitez surtout pas à laisser les commentaires, surtout si vous êtes un nouvel abonné. Allez hop, c'est parti, je vais vous montrer à quoi ressemble le support de cours que vous aurez. Alors, le support de cours, ce sera donc, comme je vous l'ai dit, un document PDF donc, qui va se présenter un peu comme ceci. Et donc, alors bon, c'est pas encore fini la partie sommaire, hein, il est en cours de création. Je vais vous le mettre à disposition. Et puis après, ben, vous l'aurez. Enfin, je le mettrai à jour au fur et à mesure. Donc, en fait, vous verrez à chaque fois une commande. La commande est expliquée, il y aura un exemple de base de données, il y aura un exemple de résultat, il y aura donc la commande qu'il faut taper en langage SQL. Et à chaque fois, vous verrez, enfin, à chaque fois que ce sera possible, vous aurez une petite partie astuce d'optimisation qui vous donnera donc des bons conseils pour améliorer la vitesse de vos requêtes. Donc ici, vous voyez, c'est une astuce qui est un petit peu plus longue. Et ici, bon, carrément plus longue. Et ici, véritablement, on parle d'une fonction typiquement PCsoft avec le code explicatif et vraiment tout le reste. Vraiment, là, c'est une belle optimisation. Enfin, tout est expliqué. Donc voilà, c'est ça qui prend un petit peu du temps. Non seulement on part sur un cours qui est classique, mais après aussi, il est amélioré pour vraiment répondre à votre atelier de génie logiciel. Donc voilà pour le cours. Donc maintenant, on va passer au côté WinDev. Alors sous WinDev, j'ai créé un projet. Vous l'aurez à terme, hein, bien évidemment, comme d'habitude. Alors, pour ceux qui n'ont pas, la version 2024, évidemment, je ferai comme d'habitude. Je vous laisserai donc un autre fichier PDF avec les codes de chaque bouton. Là, ça ira très vite parce qu'en fait, vous allez voir, c'est vraiment très, très, très rapide. Et puis après, ben, vous aurez de toute façon le support de cours que je viens de vous montrer. Donc vous aurez véritablement tout ce qu'il vous faut pour pouvoir mettre ça en application. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce petit projet? Ben, j'ai créé, alors je vais l'améliorer aussi au fur et à mesure que l'on va avoir des instructions, parce qu'au début, quand on va faire des selects, quand on va faire les premières instructions SQL, forcément, on est sur quelque chose de très simple, donc pas besoin de créer une base de données franchement complexe.
Mais après, je vais l'améliorer parce que pour l'instant, l'analyse ici, il n'y a qu'un fichier client. Le fichier client, si on le regarde, il a ça comme rubrique. Donc, c'est un fichier client, il y a 214 enregistrements dedans. D'ailleurs, je vais vous le montrer. Il est ici. Donc, voilà, c'est un fichier très simple. Mais déjà là-dessus, on peut déjà jouer avec les instructions SQL. Ensuite, je créerai d'autres fichiers, bien évidemment, pour vous montrer les jointures. Donc là, c'est obligatoire d'avoir d'autres tables ou d'autres fichiers. Hein. Alors, quand je parle dans le cours de fichiers, certains parlent de tables, certains parlent de champs, d'autres parlent de rubriques. Bon, moi, dans mon cours, je parle de fichiers et de rubriques fichiers. Voilà. Les rubriques étant ceci et les fichiers étant ceci. Mais bon, certains appellent ceci une table et ceci des champs. Voilà. Bon, après, c'est une question de vocabulaire. Voilà, une fois qu'on est d'accord sur le vocabulaire, on se comprend parfaitement. Donc, il y a quelques rubriques dans notre fichier hein, pour pouvoir montrer des choses. Et donc, je vais vous montrer les 3 méthodes sous WinDev pour faire des requêtes. Alors ici, avant de vous montrer les requêtes, j'ai créé une fenêtre très simple. D'ailleurs, est-ce qu'elle se maximise à l'ouverture, celle-ci oui, non, bon, allez, c'est pas grave. Sinon, elle se mémorise. Oui, voilà, donc pas de souci. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé un petit bouton importer ici. Donc, j'ai importé mes clients d'un fichier client qui se trouve donc dans le répertoire import, qui est juste derrière le répertoire exe. Donc, le répertoire exe, je vais vous le montrer. Hop, il est ici. Donc, vous aurez mes projets langage SQL. C'est comme vous l'avez vu ici, hein. Le projet s'appelle langage SQL, donc vous aurez tout ça, et dans le répertoire import, qui est un sous-répertoire de l'exe, comme vous le voyez, vous aurez le fichier texte que j'ai utilisé pour importer. Je vous le laisse, hein, on ne sait jamais, bien que je pense que si jamais vous deviez faire d'autres essais ou d'autres choses sur d'autres projets et que vous ayez besoin d'une petite base de données très simple client, bah, voilà, vous aurez celle-ci pour vous servir de données de test. Voilà. Hein. Et sinon, moi, je vous donne en plus le fichier texte ici, qui est un fichier texte très simple. Hein. Donc voilà, c'est un CSV hein, si on veut, hein, parce que c'est des séparateurs point-virgule. Donc voilà, tout y est. Ensuite, je crois que je vous ai tout montré. On travaillera donc sur ce petit fichier qui est donc la base de données est évidemment locale. C'est pas une base de données qui est sur un serveur distant, mais quand je vous donnerai des astuces, ça sera toujours pour améliorer justement vos temps de réponse lorsque vous utilisez une base de données distante. Ça, c'est très important parce que les débutants, souvent, utilisent des instructions, font pas mal d'erreurs, mais ça n'a pas trop d'incidence. Pourquoi? Parce que s'ils travaillent sur une base de données locale, les temps d'accès sont tellement rapides, etc., que on verra des lenteurs si la base de données prend vraiment de l'ampleur et s'il y a vraiment des boucles dans des boucles. Là, oui, forcément, on va finir par tomber dans une aberration. Mais voilà, je veux dire, les bases de données locales, en général, ça répond toujours très bien. Mais une fois que vous travaillez sur une base de données distante, là, c'est autre chose. Hein. Donc nous, on va essayer de voir les bonnes pratiques dès le début. Je vous ai déjà fait un cours sur les optimisations où je vous montrais quelques astuces. Ici, elles seront réutilisables, bien évidemment. Mais je vais me concentrer quand même sur les requêtes. Alors, quand vous voulez afficher des données dans une table, ici, vous voyez, j'ai créé une table, d'ailleurs, je vous montre. C'est la table client. Hein, pas de secret, je vais interroger la base client. Et vous voyez, j'ai vraiment déposé la table, j'ai modifié son nom ici, je n'ai rien fait d'autre. Voilà, très simple. Et ça me permettra de vous montrer une fonction
qui peut être intéressante parce qu'il y a plusieurs méthodes quand on veut remplir une table. Mais là, je vais utiliser la fonction construit table fichier qui, dans notre cas, sera géniale. Elle ne peut pas s'utiliser dans tous les cas, mais dans pas mal de cas, elle vous rendra bien service, vous fera économiser énormément de lignes de code. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, je vous ai dit, des requêtes sous PCSoft, on peut en faire de 3 manières différentes. C'est écrit sur les boutons, comme ça vous comprenez tout de suite comment, là où on veut aller. Donc il y a la requête qu'on peut faire via l'éditeur de requêtes, hein, parce que vous savez que sous PCSoft, il y a, bon, tout est intégré, hein. Pour ceux qui sont débutants, ici c'est les fenêtres, hein, donc les différentes fenêtres de votre projet. Les états, c'est pour tout ce qui est impression. Donc il y a un éditeur d'état derrière. Les requêtes, ben justement, c'est là que toutes nos requêtes vont être classées. Et donc il y a un éditeur de requêtes que l'on va voir. Les classes, hein, les procédures, donc les procédures globales, etc. Ça, c'est quand vous faites des docdead, les modèles de fenêtres, etc. Bon, je ne vais pas tout vous détailler, mais nous, l'éditeur d'aide, donc l'éditeur de requête va donc générer une requête dans la section requête ici. Donc moi, j'ai créé une requête qui s'appelle REQ, client d'une ville. Alors, quand vous créez une requête, évidemment, donnez-lui toujours un nom très explicite, parce que lorsque vous travaillez sur un projet, c'est toujours pareil. Tant que vous êtes dedans, vous vous rappelez de tout. Si le projet, vous n'y travaillez plus dessus pendant 6 mois, quand vous revenez, des fois, vous ne vous rappelez de strictement plus rien du tout. Donc la première bonne méthode, ça peut paraître très con, mais c'est de mettre un nom très explicite pour votre requête. Et puis il faut aussi penser qu'il y aura peut-être un collègue qui va revenir sur votre travail, et donc faut qu'il puisse trouver facilement les choses. Donc on va regarder ça assez rapidement. Mais après, en règle générale, donc on peut créer une requête sinon via une chaîne, donc une chaîne de caractères, ou via une variable de type requête SQL. Alors ça, pour ceux qui ont de trop vieilles versions de WinDev, peut-être qu'ils n'ont pas cette dernière option, qui est d'ailleurs bien dommage parce que ça permet de faire des choses super intéressantes. Moi, j'utilise quasiment plus que ça. Enfin, j'utilise les 3K, mais je vais vous dire... alors ça et ça, c'est un peu kiff-kiff bourricot. L'éditeur de requêtes, c'est ce que j'utilise maintenant le moins. Le moins, véritablement le moins. Alors, mais bon, tout est valable, hein. Alors, on va commencer par comment crée-t-on une requête sur l'éditeur de requêtes. Ben, on vient ici, on sélectionne donc dans l'explorateur de projet, on fait un clic droit, nouvelle requête. Nouvelle requête, et ensuite, moi, je vous conseille évidemment pas de passer par les automatismes qui ne servent pour moi pas à grand chose, dans le sens où, alors ça peut vous servir au point de départ quand vous voulez avoir une aide, c'est-à-dire qu'il va vous générer le code SQL, et donc après vous pourrez vous en inspirer. Mais bon, comme vous allez devenir des professionnels du langage SQL, vous n'en aurez plus besoin. Donc vous allez cliquer ici. Ensuite, vous faites suivant. Et dans nom de la requête, ben c'est là que vous allez mettre un nom explicite comme je l'ai fait ici. Un petit libellé, donc là c'est pour vraiment donner une explication beaucoup plus claire encore sur votre requête, et vous faites terminer. Alors je ne le fais pas parce que moi j'en ai déjà fait une, donc je l'ouvre ici. Et une fois que vous faites terminer, en fait vous arrivez dans cette fenêtre-ci, mais il n'y a strictement rien du tout dedans. Ben moi, dans mon cas, qu'est-ce que je voulais faire? Imaginons que je veux donc... bah tiens, ça je vais le mettre de côté. Je vais mettre ça dans un fichier
Allez, notepad++. Voilà. Pof. Allez, je ferme tout. Voilà, nouveau. Et je la mets de côté. Comme ça, on y reviendra tout à l'heure. Imaginons que je veux sélectionner tous les enregistrements de mon fichier client, hein, qui est ici, et je vais récupérer toutes les rubriques. Alors, comment on fait ça en langage SQL? Il faut utiliser select. Select, ça veut dire je sélectionne, je sélectionne et vous spécifiez la rubrique que vous voulez voir. Et si vous voulez tout récupérer, vous mettez étoile. Ensuite, vous faites from. From, ça veut dire où vous allez chercher les informations que vous voulez récupérer. Et donc, vous mettez le nom du fichier derrière. Alors, on peut tout mettre sur une ligne. Moi, j'aime bien à chaque fois revenir bien séparées. Vous verrez qu'au fur et à mesure qu'elles vont devenir complexes, je vais vraiment bien séparer les selects. Je fais une indentation, je mets tous les champs, ensuite je mets le from, etc. J'essaye d'être, et vous verrez, je suis très scolaire là-dessus. C'est-à-dire que quand je dis que je veux une rubrique, plus tard, vous comprendrez, je mets toujours le nom du fichier devant, point, le nom de la rubrique, pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté possible. Alors si je fais ça, hop, ça va me sélectionner tout. Mais vraiment tout de tout. Alors, je vais par exemple dans le centre de contrôle. Dans le centre de contrôle, ici, il y a déjà une requête. Je vais en faire une nouvelle. Nouvelle requête. Requête vierge. Voilà. Je dis donc select étoile from client. Et je dis exécuter. Hop. Et qu'est-ce qu'il me donne comme réponse? Vous voyez, une réponse en SQL, c'est toujours une réponse sous forme de tableau, on va dire. Et donc, vous avez tous les enregistrements. En gros, ça vous récupérez une sorte de vue, quoi. Hein. Et donc, vous avez, comme on a tout demandé, on a récupéré toutes les rubriques. Donc, toutes les rubriques sont là. Et il y a une ligne par enregistrement. Donc, quand on veut sélectionner quelque chose, en langage SQL, on commence toujours par un select. Ensuite, on dit ce que l'on veut. Et ensuite, on dit où on va chercher les informations. Si maintenant, vous me dites oui, bon. Alors, déjà, je vous ai l'étoile, c'est très puissant, parce que l'étoile, c'est-à-dire que vous pouvez interroger n'importe quel fichier sans connaître les rubriques. Et en fait, toutes les rubriques vont arriver dans le tableau ci-dessous. C'est formidable. On ne savait pas qu'il y avait telle rubrique, imaginons, et tout est arrivé. Donc c'est formidable. Par contre, si vous commencez à interroger une base de données distante, qui est en plus énorme, vous vous rendez bien compte que la quantité de données qui va transiter sur le réseau va vite devenir énormissime. Parce que là, on a un fichier qui a quelques rubriques, mais on pourrait avoir un fichier qui a 10 fois plus de rubriques. Et là, nous avons 215 enregistrements, 214 dans le fichier, mais on pourrait avoir un fichier de, 100 000 enregistrements, imaginons. Et donc là, vous allez avoir des temps de réponse catastrophiques. Donc le select étoile, c'est formidable, mais il faut savoir quelle base de données vous attaquez. Il faut surtout avoir la vision de... parce que vous pourriez me dire, oui, la base de données est petite. Oui, mais est-ce qu'elle est vouée à devenir énorme plus tard? Parce que ça, c'est un piège. Des fois, vous venez d'installer votre logiciel, vous utilisez des requêtes avec des select étoiles. Au début, ça marche très bien parce qu'il n'y a pas beaucoup de données. Et au bout d'un an, 2 ans d'utilisation de votre logiciel, les clients commencent à vous dire ça rame, etc. Eh bien oui, c'est parce que votre select étoile devient votre pire ennemi. Parce qu'il rapatrie beaucoup trop de données et donc là, ça devient une véritable catastrophe. Donc en général, l'étoile, on l'utilise dans certains cas. Dans les cas où déjà
les choses sont bien carénées et après ça permet, c'est vrai, d'éviter beaucoup de ça permet d'avoir une requête beaucoup moins verbeuse, on va dire. Mais imaginons, j'attaque une base de données qui est énorme, qui est distante, et je ne veux, moi, que l'ID, le prénom, le nom de mon client et sa ville. Donc les 4 premières colonnes, en fait. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je vais dire? C'est là, vous voyez, que je commence à tout bien séparer. Donc je vais lui dire select client.id, virgule, client.clt prénom, virgule, client.clt nom, virgule, client.clt ville. Voilà. Voilà. Chaque information chaque rubrique que vous voulez récupérer est séparée par une virgule. Maintenant, je lance. Hop. Et là, je viens de récupérer donc exactement ce que je viens de demander. Formidable. Je vais vous montrer maintenant autre chose. Imaginons que, alors c'est bien, mais ce que l'on voudrait, c'est que les clients soient classés par ville et par nom. Alors, il y a l'instruction order by en SQL qui permet de dire l'ordre. En gros, comment tu me tries les données que tu vas me renvoyer. Et ensuite, vous devez spécifier la rubrique qui va servir, là où les rubriques qui vont servir de tri. Mais moi, je vais d'abord trier par ordre croissant de ville et ensuite par ordre croissant de nom. Donc ça va faire order by client.cltville. Alors, c'est inutile de mettre ça par défaut, c'est ordre croissant. D'accord? Mais quand vous mettez ask, ça veut dire que c'est l'ordre croissant au niveau de la rubrique ville. Si j'avais voulu l'ordre décroissant, j'aurais tapé desk ici. C'est l'inverse. Et moi, je veux l'ordre croissant. Et ensuite, je veux par ordre croissant de nom. Donc, client.clt, nom, ask. Je fais exécuter. Et là, vous voyez, j'ai bien toutes les villes qui commencent par A, B, D, L. On voit que ça a été correctement trié. Et ensuite, à l'intérieur d'une même ville, on voit que les noms, c'est G, ensuite P. Ici, pour Bordeaux, il y a B, D, F. Voilà, on voit que c'est bien trié. Donc, voilà comment trier. Une petite instruction supplémentaire. Alors, maintenant, qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Alors, moi, je vais vous montrer tout à l'heure une instruction qui s'appelle construit table fichier, qui va en fait faire ce que vous voyez ici, en dessous. Parce que le centre de contrôle HFSQL utilise cette instruction-là pour vous afficher les données. Et vous voyez qu'ici, il a repris le nom des rubriques. En gros, il a repris exactement ce que vous aviez mis dans le select. Comme vous avez demandé 4 informations, bon, lui, il met toujours cette colonne-ci par défaut, mais ensuite, il a créé 4 colonnes exactement dans l'ordre que vous aviez mis ici. Si jamais j'avais mis client ID en deuxième position, ID se serait retrouvé en deuxième position et CLT prénom se serait donc retrouvé en première position. Bon, alors, si vous voulez faire utiliser la fonction construit table fichier, comme je vous l'ai dit, vous allez me dire, oui, c'est sympa, on voit tout de suite les données, mais mes titres de colonne, c'est un peu nul, quoi. Moi, je veux pas que le client voit ça,
C'est pas propre. Alors, on va dire... Alors déjà, ce que vous pourriez dire, c'est que alors l'instruction construit tab fichier par défaut n'affiche pas les ID. Il faut lui demander explicitement pour qu'elle le fasse. Ça, c'est écrit dans la doc que je vais vous fournir. Par contre, il va vous afficher, si vous utilisez la chaîne construit avec une requête comme ici, la table qui sera créée ne sera pas une table avec ces 4 colonnes-là qui s'affichera, mais avec les 3 colonnes. Par défaut, l'ID n'est pas affiché. Et puis aussi, la fonction construit table fichier ne fait au point de départ que construire la structure de la table. Il faut lui rajouter aussi une option qui s'appelle tiens, remplir table, pour lui dire en plus, tu me construis la structure en fonction de ma requête. Donc il va regarder les selects. Il va construire donc les colonnes en fonction du select. Et après, il faut lui rajouter donc l'option pour lui dire, après avoir construit la structure de la table, remplis-moi la table avec les données du fichier. On verra ça après. Mais bon, on veut changer. Ici, on voudrait que ça soit écrit prénom, ici nom, et ici ville. Il faut faire comme ceci. As, prénom, as, nom, as, ville. As, vous créez un alias, en fait. As, c'est le contracté de alias. On fait exécuter. Prénom, nom, ville. Là, ça devient intéressant. C'est-à-dire que très rapidement, on pourra créer des choses qui seront bien structurées, etc. Bon. Mais maintenant, vous allez me dire, ok, donc, je récupère bien que les colonnes que je veux, que les rubriques que je veux de mon fichier. Je spécifie mon fichier, je sais trier sur une ou plusieurs rubriques, mais j'aimerais mettre des conditions. Parce que des conditions, moi par exemple, je voudrais avoir simplement mes clients de Lille, en fait. Les autres villes, ça ne m'intéresse pas. Donc il faut mettre une condition. Une condition, ça se fait grâce à la commande SQL where. En gros, si on traduit en français, alors, je vais tout de suite taper ce qu'il faut. Bim. Et là, on n'a que Lille, on n'a que 25. Alors, qu'est-ce que je lui ai demandé? Je lui ai dit, dans le fichier client, tu me sélectionnes, tu me récupères la rubrique ID, la rubrique c'est tes prénoms, mais que tu m'appelleras prénom. Tu vas me récupérer la rubrique c'est tes noms, mais que tu m'appelleras nom. Et la rubrique celle tes villes, que tu m'appelleras ville. Ça viendra du fichier client, mais il y aura une condition grâce au where. Il faudrait que la rubrique CLT ville soit égale à Lille. Et ça, c'est le tri. Une fois que tu m'auras bien récupéré ce qu'il faut, dans ce que tu auras récupéré, il faudra ensuite que tu fasses un tri sur la ville et sur le nom du client. Comment elle a créé un alias ici qui s'appelle ville? J'aurais pu faire ceci. Hop. Hop. Exécuter. Ça marche tout pareil. Bah oui, c'est l'avantage de l'alias, c'est que si vous avez quelque chose qui est non explicite ici, parce que des fois vous avez des rubriques fichiers qui ne veulent pas dire grand-chose, parce que ça a été mal nommé à l'époque, vous pouvez remettre quelque chose d'explicite grâce à l'alias. Et ensuite, l'avantage, c'est que vous pouvez la réutiliser dans votre requête. Et donc là, la requête devient tout de suite plus lisible parce qu'on dit sélectionne-moi ça du fichier client ou
la ville doit être égale à l'île. Et tu me trieras par les villes, ordre croissant, et par les noms de clients. Mais j'aurais pu mettre nom ici, bien évidemment. Parce que CLT nom, tu as un alias qui s'appelle nom. Hop, et voilà. Donc là, on sait qu'on veut trier par ville et par nom de client. Alors, nom client, ce serait peut-être mieux. Alors, moi, je fais même client nom. Comme ça, après ici, je mets client prénom. Et si je fais ça, le problème, c'est que ça va changer le titre ici de la colonne de la table. Ah oui, et puis alors en plus ici, après, j'ai pas été cohérent dans ce que j'ai mis. Voilà, comme ça sera mieux. Donc, c'est pour ça que j'ai mis nom, prénom, pour que ça soit quand même bien ici. Mais après, c'est vrai que ici, nom, c'est quoi? Nom, ouais, voilà, il faut savoir que c'est ici. Alors, si vous avez une grande requête, ça sera plus compliqué à lire. Donc, les alias, il faut bien les utiliser. Ici, comme on veut utiliser la fonction construit table fichier, ben forcément, on a fait ça exprès. C'est un cas, on va dire, un peu particulier. Alors, maintenant, OK, on sait faire une sélection. On a travaillé sur les alias. On peut faire aussi un alias sur le fichier. Alors, je pourrais l'appeler TLT, par exemple, le fichier client. Ou alors, on peut mettre as CLT. L'avantage, si on fait ça, c'est qu'on peut remplacer ensuite tous les clients futurs par CLT. Et ici, après, on peut mettre CLT à la place de client. Ah oui, il ne veut pas. Oui, c'est pour après. My bad. Ah oui, ou alors il ne veut pas le as ici, ça arrive aussi. CLT. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Pomme. Bon, il n'aime pas l'alias sur le fichier. Frein as c. Bizarre. Ouais. Bon, je regarderai un peu plus en détail. Alors, maintenant, ce qu'on voudrait savoir faire, c'est par exemple sélectionner une liste de villes. Parce qu'on en a spécifié une ville précise. Mais en fait, des villes, on en a plein. Hein. On a Bordeaux, on a... bah tiens, on pourrait dire que l'on veut Lille, Lyon et Nancy. Alors, on pourrait dire where ville in Lille, Lyon, Nancy. Ah, je suis bête. Voilà. Ça sera beaucoup mieux comme ça. Donc, Lille, Lyon, Nancy. Quand on utilise la commande SQL int, ça veut dire qu'on va donner une liste de valeurs qui devront correspondre à ce qu'il va chercher dans la rubrique ville. Là, forcément, on a bien notre Lille, notre Lyon, notre Nancy.
Attention, le where est, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, est case sensitive. C'est-à-dire que si j'avais tapé un Nancy en majuscule comme ça, suivant les SGBD, ça va trouver ou ça va pas trouver. Ici, il est tolérant, donc le chef SQL est tolérant. Il vous permet de faire des choses, on va dire, moins rigoureuses. Il vous en tiendra pas trop rigueur. Mais sachez que suivant les SGBD, ça peut vraiment changer énormément de choses. Donc il faut vraiment savoir ce que vous avez dans votre base. Soit tout est en majuscule, soit... alors si jamais vous ne savez pas, vous pouvez faire ceci. Et puis vous mettez tous vos cas de figure en fait. Hein. Et au moins vous êtes sûr de trouver. Alors maintenant, en un rien de temps, vous savez faire une sélection de rubriques. Vous savez donc dire où vous allez chercher vos infos. Vous savez faire un where avec une condition. Là, on a vu un where avec une valeur exacte. On a vu un where donc avec plusieurs valeurs possibles. Et maintenant, on va dire que... on va regarder ce qu'il y a encore comme ville. Donc, je le relance. Il y a quoi ? Il faudrait 2 villes. Ouais, ça aurait été bien que ça soit PNM. Ouais, bah tiens, on va faire un truc. Ce sera pas mal. On a Lille et Lyon qui sont encore une fois rapprochants. Alors, on va dire que vous ne savez pas vraiment comment s'appelle votre ville. Donc, vous allez utiliser la commande SQL like. Vous allez dire, tiens, je sais que ma ville commence par un L. Et après, je ne connais pas la suite. Donc, si vous faites ça, vous dites, il faut que la rubrique de mon fichier, il faut que ma rubrique ville de mon fichier commence par L. Et après, on s'en fout. Mais il faut que ça commence par L. Parce que le pourcent ici, c'est un peu comme l'étoile. Ça veut dire, ben, on ne sait pas. Alors, je vais lancer ça. Et là, j'ai bien Lille et j'ai bien Lyon, parce que les deux commencent par L. Si je veux avoir que Lyon, je vais mettre évidemment LY. Et donc, je n'aurai plus mes Lille, parce que forcément, Lille, c'est I. Maintenant, alors oui, Lyon finit par... qu'est-ce qu'on pourrait voir s'il y a d'autres villes ? Si vous connaissez juste la fin et pas le début, ben en fait, vous mettez ça, et puis vous mettez la fin. Si vous dites, ben tiens, je veux toutes les villes, une ville où il y a OR dedans. Il y a une ville, normalement, il y a Bordeaux dans la base de données. Voilà, il a trouvé OR. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'il y a devant. Ben là, il y a un B, ça marche. Il y a bien OR. Et puis la suite, on ne connaît pas. Donc on a mis notre pourcent. Et lui, il a trouvé Bordeaux. Est-ce qu'il y en avait une autre ? Non. Il y avait Nancy, Nantes. Donc AN, ça va peut-être donner Nancy et Nantes. Nancy, Nantes. Ah, Villeurbanne. Impeccable. Voilà, vous voyez. Donc là, maintenant, vous savez faire une recherche sur une rubrique et vous like, c'est-à-dire elle doit être comme, et vous lui donnez en gros ce que vous pouvez. Donc là, c'est un contient en fait. Ça, c'est un commence par, AN. Et ça, c'est un finit par, AN. Ensuite,
vous pouvez dire je veux alors mes clients dans la ville contient AN, Nancy par exemple, et je veux rajouter une autre condition. Ben, il faut donc dire, il faut que la rubrique ville contienne AN et end. Il faut aussi que le nom de mon client soit comme contienne un U, par exemple. Ah ben il a trouvé. Donc à Nancy, il y a un Dupuis, il y a Nantes, il y a un Dubois. Ah ben voilà. Là maintenant, vous savez comment concaténer, mettre plusieurs conditions à la suite. Alors j'aurais pu mettre ça, vu que c'est court, comme ceci, hein, peut-être un petit peu plus lisible. Moi en fait, ce que j'aime faire, c'est vraiment ceci. Comme ça, ici, première condition, and, deuxième condition. Ensuite, je viens rajouter and, hein, condition 3, and, condition 4, et puis 1. On a bien compris. Voilà, et ainsi de suite. Donc là, vous voyez, le langage SQL, c'est assez explicite. Et ensuite, on va passer sous WinDev pour vous montrer comment mettre ceci en application. Donc, on va s'arrêter là dans cette première vidéo parce que je voudrais que ce soit plusieurs vidéos, mais qu'elles ne soient pas trop longues non plus. Mine de rien, on est déjà à 42 minutes. Je vais vous montrer maintenant comment faire. Par exemple, on va mettre cette requête-là. Donc, je fais CTRL-C et on va la mettre dans notre application. Alors, je vous ai dit, il y a 3 méthodes sous WinDev. Donc, il y avait celle-ci. Tiens, la requête, celle-ci, c'était sous l'éditeur de requête. Je fais enregistrer. Et ensuite, quel est le code pour, une fois que l'on a créé notre requête, quel est le code pour rappeler notre requête? Il faut faire si h exécute requête, ça c'est la fonction, parenthèse, c'est le nom de la requête, virgule, le paramètre. H requête défaut, ça c'est, on l'a compris, le paramètre par défaut, ça veut dire que vous voulez juste lire la base de données et vous ne voulez rien faire d'autre. Sinon, il y a H modifie, je crois, fichier qui vous permet de modifier le fichier directement depuis la requête. Et ici, il y a notre instruction magique qui est constructable fichier. Vous spécifiez le nom de la table. Hein, la table fichier, c'est la table qui est ici, rappelez-vous. Hein, table fichier. On l'est ici en bas à droite. Donc, on rappelle le nom de la table. On rappelle ici le nom de la requête qui va servir pour créer la structure de la table. Et rappelez-vous ici, voilà, je lui ai rajouté l'option TA remplir table. Sinon, il m'aurait juste créé la table, mais elle aurait été vide. Et rappelez-vous, je vous ai dit aussi, par défaut, les identifiants ne sont pas présents. Parce que dans la requête ici, si on la regarde au point de départ, vous avez vu, c'est select étoile. Donc il y aura forcément l'ID qui sera rapatrié. On va lancer ça. On fait un petit CTRL F9. Je clique là-dessus. Et automatiquement, avec quelques lignes de code, on a vu que tout était bien mis. Formidable. En gros, on vient de faire exactement ce qu'a fait le centre de contrôle HFSQL. Maintenant, on va améliorer notre requête. Ici.
d'une ville. Alors, si vous tombez là-dessus, il faut faire clic droit ou F2 et vous tombez sur les codes SQL. Hein. Maintenant, on va taper notre fameuse requête. Je fais enregistrer. On relance. Bim. Et on a bien notre prénom. Il n'y a plus CLT prénom. Il n'y a plus notre CLT nom. C'était bien pris. Et on a bien, rappelez-vous, nos clients qui ont un U dans leur nom et qui ont donc AN dans la ville. Donc il y a Nancy et Nantes. Et tout est là. Et tout ça, on vient de le faire donc grâce à une requête que l'on a compris maintenant qui est ici. Et grâce à un code qui est on ne peut plus minime. Vous vous rendez compte, on n'a même pas de table supprime tout, on n'a rien, tout est fait par cette fonction-ci qui est quand même formidable. Évidemment, si jamais vous aviez voulu remplir à la mano, ça veut dire sans passer par le chaîne construit. Alors, ce que vous auriez pu faire, par exemple, c'est faire ceci. Là, il aurait juste construit la structure et ensuite vous auriez pu construire, enfin renseigner vous-même, remplir vous-même la table. Pour cela, vous auriez fait pour tout. REQ, SQL d'une ville. Tac, tac. Et donc là, vous auriez parcouru toute votre requête. Et là, à l'intérieur, vous auriez fait, comme on fait d'habitude, nnum t est un entier. Et puis, vous auriez fait nnum t est égal à table ajoute ligne table client. Et puis après, vous auriez fait vos tables clients. Hein. Table client, point, le nom de la colonne, mais qui aura été créé. Donc après, bon, c'est un peu compliqué si vous passez par ça. Il vaut mieux normalement même l'avoir créé vous-même, votre table. Donc grâce aux 7 onglets, vous auriez vraiment fait tout ce qu'il fallait. Et après, vous auriez renseigné chaque colonne. Donc il y aurait eu la colonne. Bon, ici évidemment on a que celle-là. Avec le nnum t est égal à requête point et puis vous auriez mis, imaginons, le prénom. C'est comme ça que vous auriez rempli votre table et puis vous auriez continué comme ça pour chaque colonne de votre table. Voilà, c'est comme ça qu'on l'a rempli à la mano. Ici, évidemment, tout est fait par l'instruction construit table fichier. Alors c'est génial. Ça n'est pas utilisable dans tous les cas, mais dans pas mal de petits cas, ça peut vous dépanner suivant ce que vous avez à faire. Alors, donc, on a vu qu'on pouvait créer une requête en passant par l'éditeur de requêtes. Maintenant, comment créer une requête en passant par une chaîne? Ben, vous devez créer ma requête est une chaîne. Donc ça sera le contenu. Hein, on voit ici le code SQL. Ah, zut. Allez où? Allez ici. Voilà. On aurait pu reprendre ce qu'on a tapé ici. Donc, on aurait pu le mettre ici. On va le relancer. Ça marche. Formidable. Vous voyez, cette façon de faire, qu'on met égal crochet comme ça vous permet donc de pouvoir renseigner votre variable de type chaîne sur plusieurs lignes. Donc comme ça, vous gardez l'indentation, ça vous permet d'avoir une requête vraiment très claire, très, très facile à lire. Par contre, vous avez vu, c'est écrit en cette couleur-là, c'est pas rose, c'est bon, une sorte de violet clair. C'est vraiment pas évident de lire. Quand vous étiez sous l'éditeur de requêtes, c'était beaucoup plus simple parce qu'il y avait vraiment cette notion
de couleurs. On voyait les instructions donc SQL qui étaient vraiment mises en bleu. En vert foncé, c'était vraiment le fichier et les rubriques. En vert plus clair, c'était pour les noms des alias. Et ici, tout était vraiment mis en évidence. C'est beaucoup plus simple de lire ce genre de choses que ce genre de choses où tout est de la même couleur. C'est un peu le défaut. Par contre, quel est l'avantage de ça? C'est que derrière, vous allez pouvoir, par exemple, remplacer un bloc par 101 et vous pourriez vous amuser à créer dynamiquement ce bloc-là et ensuite vous l'insérer dans votre requête. En fait, c'est ça l'avantage de passer par une requête qui est faite vraiment en chaîne, c'est que vous allez la construire véritablement vous-même de façon dynamique. D'ailleurs, on va voir une chose ensuite, comment faire pour dire, bah oui, c'est bien, mais ça, en fait, j'aurais aimé que ce soit un paramètre. Ça aussi. Comment faire? Je vais vous le montrer. Alors ensuite, une fois que vous avez créé votre requête, vous devez créer une source de données ici. Donc mes données est une source de données. Et lorsque vous exécutez votre requête, vous devez spécifier la source de données qui va venir récupérer toutes les enregistrements. Ensuite, ici, c'est notre paramètre de tout à l'heure, le hrequête défaut, parce qu'on ne veut pas modifier le fichier, on veut faire juste une lecture. Ici, vous mettez la variable qui contient véritablement la requête en code SQL. Et ensuite, c'est la même instruction. Voilà. La troisième méthode, alors ça, par contre, vous n'y aurez pas tous droit suivant quelle version vous avez de WinDev. Mais celle-là, elle est géniale. Pourquoi? Parce que elle vous permet... Alors, si on regarde ici, la première, vous faites appel à une requête, mais vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Vous êtes obligé de faire F2, et ensuite, vous voyez ce qu'il y a dedans. Alors, il y en a qui préfèrent cette méthode-là, parce que ça permet d'avoir un code plus court, donc plus rapide à lire, mais vous ne voyez pas. Alors des fois, quand vous faites F2, vous arrivez là-dessus, et ensuite il faut refaire F2, et vous arrivez là-dessus. Bon. Mais bon, ça permet d'avoir un code très concis en même temps. Ici, l'avantage qu'il y a, c'est que vous allez lancer la requête, mais la requête, vous la lisez ici, et vous voyez exactement ce qui est fait. Grâce à cette méthode-ci, vous voyez aussi la requête, et l'avantage, c'est que vous récupérez le code couleur. Donc, vous avez exactement les instructions SQL comme si vous étiez sous l'éditeur. Tout est repris. Et donc, c'est génial parce que ça vous permet... Et puis, vous avez aussi la complétion automatique. C'est-à-dire que si ici, je tape client, point, automatiquement, ça me propose les rubriques qui sont propres à ce fichier-là. Tout à l'heure, quand on était dans la chaîne de caractères, si vous n'avez droit à rien, c'est vraiment une chaîne de caractères, quoi. Là, vous pouvez toujours attendre jusqu'à la fin de votre vie, il vous proposera jamais rien. Donc, avantages, inconvénients de chacune. Moi, j'aime bien celle-ci, c'est une des méthodes que j'utilise le plus. Ça m'est déjà arrivé d'utiliser des variables de type chaîne, donc le bouton 2, dans certains cas précis. En fait, après, c'est à vous de choisir ce qui vous permet d'être le plus adaptatif, le plus souple. Mais de toute façon, dans tous les cas, j'ai envie de dire, si vous passez par les requêtes SQL, vous allez augmenter de façon incroyable les temps de réponse de vos applis, parce que les débutants vont utiliser, comme je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais ils utilisent beaucoup les hashly recherche premier, etc. Ils font des modifications, par exemple. Et ça, quand vous faites un hashly recherche premier, il y a une requête qui est envoyée au serveur. Le serveur vous envoie le retour. Ensuite, vous allez faire votre update. Donc, vous allez envoyer une requête au serveur. Il va vous renvoyer un retour.
Ensuite, il va y avoir le hashly recherche qui va renvoyer une autre requête pour avoir l'enregistrement suivant qui doit correspondre à votre critère. Vous allez refaire notre modif. Enfin, vous ne faites que des allers-retours serveur. Il y a une quantité astronomique de données qui passent sur le réseau, ce qui fait que c'est extrêmement long. Là, quand vous faites des requêtes comme ça, vous avez une instruction qui est envoyée au serveur, et le serveur, lui, vous renvoie tout en une fois. Si on veut faire, on verra ça dans la prochaine vidéo, des mises à jour de données, vous allez être capable de mettre à jour tout un fichier de données en une instruction. Donc c'est une instruction qui est envoyée au serveur. Ensuite, lui, il traite ça en local grâce au moteur de HFSQL, par exemple, ou grâce à son moteur HGBD propre. Et ensuite, une fois que tout est fait, il vous renvoie en une fois, oui, ça s'est bien passé ou non, ça s'est pas bien passé. Enfin, en gros, au lieu qu'il y ait sans cesse des transferts requête donnée, vous avez une requête qui est envoyée et une réponse qui est renvoyée. Donc, ça optimise largement vos traitements. Alors, pour finir sur celle-ci, donc celle-ci, c'est mieux parce que c'est beaucoup plus clair. Et la syntaxe est exactement la même que si vous étiez passé par l'éditeur de requêtes. C'est-à-dire que vous faites tout à l'heure, oui, la petite subtilité. Hein. Ici, quand c'est l'éditeur de requête, on fait un h-execute requête. Quand c'est une requête de type chaîne, vous devez utiliser h-execute requête SQL. C'est une autre fonction. Mais quand vous utilisez la variable de type requête SQL, c'est exactement comme si vous aviez fait une requête sous l'éditeur de requête. Donc c'est un h-execute requête. Vous spécifiez votre requête, ici, le paramètre, et ensuite la fonction que vous commencez à connaître parfaitement, et c'est tout. Et bien voilà. Donc pour cette première vidéo, je vous ai présenté donc rapidement comment on fait des requêtes. Je vais vous laisser expérimenter les... Ah non, il faut que je vous montre une petite chose super importante. On va faire une chose super importante, c'est les paramètres. Quand je fais CTRL-C, c'est bien ce que je vous ai montré, mais on va aller plus loin parce que faut que vous puissiez faire mieux. Hop. Ensuite, ça vous permettra de digérer un petit peu, et puis je vous ferai la prochaine vidéo où on s'attaquera à des choses plus complexes, hein, parce que vous l'avez vu hein, dans le sommaire, après on va attaquer des choses plus sympathiques. Ah oui, j'aurais pu vous montrer le between, le like vous l'avez vu, l'order by vous l'avez vu, le group by, bon, c'est pas compliqué, having, bon, ça, voilà, les limites, ça c'est quand vous voulez, en fait, rapatrier juste une quantité de données. Je vous montrerai comment faire de la... Vous savez, c'est surtout utilisé pour le web. Vous voulez rapatrier les 100 premiers enregistrements, ensuite vous voulez du 101 jusqu'à 200, 201 jusqu'à 300, 301 jusqu'à 400. Ça vous permettra véritablement de rapatrier au fur et à mesure les données. Ça, on verra. C'est aussi par une requête qu'on le fait. Enfin, qu'on peut le faire. Et puis après, il faudra que je crée donc une base de données améliorée et on verra les jointures. Donc les inner join, join, left outer join, right outer join, etc. Donc ça, c'est vraiment des choses... il faudra vraiment que je fasse la doc. Donc voilà. Alors ici, donc j'ai recopié. On va lancer notre petit logiciel. Ça se remplit bien. OK. Mais on voudrait ici que notre AN ne soit pas mis en dur. On voudrait que ce soit un paramètre. Mais on va mettre donc
On va mettre ceci. S, syntaxe... Ah non, on va mettre C, ville. C de condition et ville. Voilà. Là, pour retirer les cotes, vous mettez ceci. Et ensuite, ça, c'était pour le nom. Et on voulait que le nom... Donc, on va mettre... C'est les noms clients. On va mettre... Non, client, non. Je refais le même truc que tout à l'heure. Voilà. Hop. En ayant mis l'accolade, c'est ville accolade %. Ici, on vient de lui dire, attention, ça c'est un paramètre. Donc, si je retape ici ma requête et que je fais point, il n'est pas gentil. Ligne incomplète. Bah oui, mon coco. Voilà. Et là, maintenant, il va vous proposer les deux paramètres. Cvil est égal à... nous, on voulait qu'il y ait AN. Et ma requête point client nom est égal à... on voulait qu'il y ait un U. Mais on va mettre un I. C'est pareil. On fait CTRL F9. Hop. Bah oui, je savais qu'il y avait le I. On va dire qu'on veut un UP. UP. Comme ça, on n'aura plus que du puits. Et voilà. Et donc là, on vient de rendre dynamique, en gros, un peu cette partie de notre requête. Donc elle peut s'adapter à pas mal de choses. Et ensuite, bah, évidemment, ça peut provenir d'un paramètre d'entrée. C'est-à-dire que si on avait mis ça dans, par exemple, ceci, je vais faire rempli table via variable SQL, imaginons. Hop, je dis nouvelle procédure locale. Hop, je colle mon code. Et là, je dis client nom est une chaîne. Oui, et avant, on va dire ville nom est une chaîne. Et voilà. Et ici, ville nom, client nom. Ils étaient soulignés parce qu'ils n'étaient pas utilisés. Maintenant, on les utilise et ils ne sont plus soulignés. OK. Et évidemment, ils râlent. Donc, au début, il faut donc la ville et ensuite le client. La ville, on voulait AN et le client, on voulait UP. Je relance. Voilà. Si je mets U, je relance. On a bien notre Dubois et notre Dupuis. Formidable. Donc, on a une requête avec des variables d'insertion. Alors, on aurait pu faire autre chose. Je crois que l'on peut faire aussi ceci. Est-ce que c'est avec la variable de type chaîne? Je ne sais plus, parce que ceci, je l'utilise beaucoup moins souvent.
ville, nom. Ah, d'accord. Alors ça, c'est... alors, pourcent... Eh oui, voilà. Ouais, ça porte un peu à confuse dans notre cas. Alors, quand vous faites ceci, ça veut dire que directement, il va mettre dans la requête ce paramètre d'entrée-ci, il va le mettre ici. C'est pour ça que je ne fais plus appel à notre C client nom. Ici, j'ai remplacé par client nom, CTRL-C, CTRL-V. Et voilà, je fais enregistrer. Les traits jaunes ont disparu, il a compris qu'il fallait le mettre là. Et donc, ceci, vous ne l'utilisez plus. C'est une autre méthode. Je fais un CTRL F9. Et voilà, ça marche tout pareil. Donc là, je vous montre les différentes subtilités de voilà, comment vous voulez ensuite mettre des paramètres dans vos requêtes. Est-ce que vous voulez les mettre avec l'accolade et ensuite les spécifier ici? Ou est-ce que vous voulez directement mettre dans votre requête le paramètre que vous avez spécifié ici en entrée? À vous de voir. Là, dans ce petit cours qui aura quand même vite duré, je crois qu'on est déjà à 1h06, mais on a vu déjà comment donc créer une requête, comment... alors ici, pour ici, évidemment, pour incruster des choses, vous utilisez la chaîne construit. Chaîne construit, et puis vous mettez en fait... par exemple, ici, vous remplacez par %1. Et puis, vous faites un chaîne construit où votre %1 est remplacé par justement % à n%. Vous voyez, comme c'est une chaîne de caractères, vous savez comment on remplace des morceaux, enfin, comment on complète une chaîne. Si jamais il faut laissez-le moi en commentaire si vous voulez que j'explique plus cette partie-ci, comment rendre donc une requête de type chaîne, comment la modifier facilement, il n'y a pas de souci. Je vous ferai un code avec le chaîne construit. Mais bon, sinon, on a vu comment exécuter des requêtes de différentes manières. Et puis, alors évidemment, c'est pareil pour l'éditeur de requêtes. Ici et ici, ça marche de la même manière. C'est-à-dire qu'on aurait pu intégrer ici par exemple, ici, on aurait pu faire ceci. Client, non. C'est enregistré. Et donc, il comprendra pour plus tard que ça, c'est un paramètre d'entrée. Et donc, on revient dans le même cas, en fait, ici. On revient exactement dans le même cas qu'on avait fait ici, mais avant que je change cette syntaxe-ci. Donc, en fait, si vous passez par une variable de type requête SQL ou par l'éditeur de requête, ça fonctionne exactement de la même manière. Ça, il n'y a aucun secret. Alors, hop, CTRL-Z. Voilà. Je le remets comme avant. C'est vrai que si je vous donne le projet avec toutes les modifs qu'on fait, c'est pas évident. Mais bon. Donc là, vous avez vu comment utiliser une requête, comment la créer déjà. Donc, il y a 3 manières différentes. Vous avez vu comment ensuite mettre des paramètres dans votre requête. On a vu du langage SQL. La prochaine vidéo, on va plus s'orienter sur du langage SQL. Donc, je vais améliorer la base de données.
on va vraiment travailler sur le côté langage SQL. Là, je vous ai montré, parce que c'est important pour vous de savoir comment on fait, donc je vous l'ai montré tout de suite. On ne reviendra pas là-dessus la prochaine fois. Et puis après, une fois qu'on aura fait quelque chose de bien complet, oui, peut-être qu'on fera un code qui utilisera l'une des 3 méthodes, suivant ce qui est le plus opportun, et on remplira une table. Et puis voilà. Donc j'espère que ce cours vous a donné quand même un bon aperçu de ce qu'on pouvait faire et comment le faire. Dites-vous bien que si vous utilisez les requêtes SQL, vous allez optimiser vos temps de réponse, hein, ça c'est évident. D'ailleurs, on fera des updates, on fera donc dans la prochaine vidéo, on fera des updates, des delays. On ajoutera, on fera différentes choses. Après, si vous voulez que l'on fasse, bon, là c'est que de la manipulation de données que l'on va faire. Si après vous voulez en plus qu'on fasse des choses, créer des fichiers, faire des alter tables, donc c'est modifier des fichiers dans leur structure, c'est possible. Bien que là, je pourrais vous montrer quand même pas mal d'optimisation, parce que... Alors, oui, ça dépend. Si vous utilisez le moteur HFSQL, il n'y a pas besoin de faire ça. Il y a vraiment des instructions très puissantes qui font ça. Vous pouvez même carrément créer une base de données distante. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, en fait. Tout est prévu. Par contre, si vous utilisez une base de données autre que HFSQL, hein, Oracle, Postgre, SQL Server, n'importe quoi, hein, comme base de données, évidemment, là, il faudra passer par des instructions, des commandes SQL. Là, oui, on pourrait voir ça aussi. Ça sera à vous de me dire. Mais bon, après, sinon, je vous invite, c'est à véritablement... Bon, déjà, il faut maîtriser ça. Et après, il faut vraiment... en fonction de votre SGBD, il faut se renseigner en fonction de votre SGBD, parce que ça change pas mal, quand même. Là, c'est des instructions qui sont beaucoup plus avancées, et là, il faut vraiment prendre la doc par rapport à votre SGBD. Parce que, bon, moi, j'ai utilisé de l'Oracle, du SQL Server, du MySQL il y a longtemps. Donc, bon. Mais après, c'est vraiment très spécifique. Là, je vous invite vraiment à vous renseigner. Hein. C'est parce que moi, je vais avoir... sinon, il faudra que je me replonge pour vous répondre dans toutes ces docs. Et ça évolue avec le temps. C'est comme dans le cours que je vais vous fournir plus tard en format PDF. Il fera à peu près 80 pages, mais il y a des instructions. Bon, les SGBD évoluent tout le temps, donc il y a des instructions qui seront possibles. Certains SGBD, pas sous d'autres. Bon, ça devient de plus en plus rare, mais bon. Et puis surtout, il y aura de nouvelles choses qui seront possibles que je ne vais pas forcément mettre dans la doc. Et puis, ma doc, elle sera faite à un moment T. Ce qui sera écrit dedans aujourd'hui sera vrai. Demain, ça peut être obsolète. Ça sera à vous aussi de vous mettre à jour. Il faut tout le temps se mettre à jour. Voilà. Écoutez, moi, j'espère que votre apprentissage du langage SQL devient un petit peu plus clair, un petit peu plus précis. On va continuer ça. Je pense qu'il y aura 2 ou 3 vidéos, hein, objectivement. Et donc, n'hésitez pas à me dire si c'est déjà pas mal pour un début. Et puis, si jamais il fallait prendre une orientation, dites-le moi tout de suite. Comme ça, je m'adapterai et j'irai aussi répondre à certaines questions que vous vous posez. Et puis, donc, laissez un commentaire, lâchez un petit pouce, abonnez-vous si vous avez aimé la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.